Alexandre, bonjour. Bonjour Alain. Merci. Merci aussi de participer à cette journée de présentation du New FH sur le circuit du Creusot. On va surtout pas se gêner pour vous faire profiter de toutes ces évolutions, plus que des évolutions d'ailleurs, par rapport au FH classique que vous connaissez très bien. Donc là, vous êtes particulièrement installé dans le véhicule dit cabine basse et on va en parler tout au long du parcours qu'on va réaliser ensemble. Donc Alexandre, je vais juste vous demander dans un premier temps de vous installer. Réglage de siège et de volant. Donc vous avez trouvé de suite effectivement. Voilà. Alors deux possibilités de réglage au niveau de la colonne par la pression à fond que vous avez eu sur la pédale de gauche. Par contre, si vous appuyez à peine un peu, vous pouvez modifier l'inclinaison juste du volant. D'accord. Voilà, sans jouer sur la colonne. Donc vraiment, il y a toutes les modularités possibles pour avoir la bonne position et non pas pour éviter que ce soit le chauffeur qui s'adapte à la position de conduite. Mais là, c'est l'inverse. D'accord. C'est assez sympa. Ça peut aller? Ça va. On va s'attacher. Donc, vous qui connaissez au niveau de la boîte iShift, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose que vous connaissez? Oui. Bon. Modification juste par rapport au FH classique, c'est que au niveau du ralentisseur, la position automatique est tout à fait en haut. D'accord. Et non pas sur le premier cran. Ouais. Voilà. Au deuxième, c'est le 0. Et ensuite le VEB+, puisqu'on est équipé d'un VEB+, 1, 2, 3. Et par rapport à ce que vous connaissiez aussi, le break qui venait en suivant, mais là, le 1, 2, 3, voilà, c'est ici, c'est le petit bouton poussoir. Ça, c'est pour tomber la vitesse. Voilà, vous pourrez tomber la vitesse, que ce soit sur le cran 1, 2 ou 3. D'accord. Si je suis en 3, d'accord. Voilà, il n'y a plus rien qui se passe, contrairement à ce que vous faisiez avec la... Voilà, je voulais vous l'expliquer. Tout ce qui va être régulateur, etc., on va avoir tout ça au fur et à mesure de la circulation. D'accord. Okay. Donc on va gentiment démarrer. Vous voulez avancer un peu plus? Voilà. Mettez-vous à l'aise. Voilà. Donc là, il y a plusieurs configurations qui ne sont pas à jour, donc on va s'échapper. Voilà. Donc là, le frein est électrique, Alexandre. Donc dès lors que vous allez avoir mis le mode auto, voilà, très bien, on voit le connaisseur. Dès qu'on sera mis en mode auto et qu'on va prendre la pédale accélérateur pour gentiment démarrer, il va se couper tout seul. Ah d'accord. D'accord. Et il se remettra de la même manière tout seul dès qu'on coupera le contact à l'arrêt si on ne l'actionne pas manuellement. D'accord. Okay. Donc voilà, je vous laisse se mettre en mode auto et on va pouvoir démarrer. Donc là, il va s'enlever tout seul. Il va s'enlever tout seul, absolument. Tout seul et tout en souplesse. Donc là, vous choisissez l'équilibre que vous voulez. On va passer entre les plots et on va suivre la semi-chirot qui est juste devant. Voilà. Ce véhicule est donc la cabine basse comme je disais, 1m71 de hauteur utile sous plafond, on dira. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Une cabine basse. Pour une cabine basse, effectivement. Et une hauteur importante aussi, on prendra à gauche par contre, nous Alexandre là en sortant. Une hauteur hors tout, hors déflecteur évidemment, hein, cabine basse dans la configuration telle qu'elle est présentée. Une hauteur de 3,43 m, donc ce qui est tout à fait correct pour pouvoir en toute sécurité passer sous les trémies lorsqu'on est en activité de BNTP, etc. Prendre au bout à gauche également. Assez facilement. Oui. Tout n'est pas complètement nouveau dans l'utilisation, c'est simplement le côté
côté esthétique. Là, on va descendre, voilà, direction comme elle a semi là-bas. Voilà. Ce qui va nous permettre de sortir du circuit pour aller sur notre parcours. Comme la semi qui nous précède. Donc là on est 42 tonnes, poids total roulant, motorisation 500, Euro 5 EEV. La différence entre EEV et 500 normal? Ben, c'est simplement que le EEV est une évolution, là on va prendre à gauche, quoi, une évolution en termes de rejet de CO2 qui va être beaucoup plus performante et qui va quasiment se rapprocher de la norme Euro 6. Et l'intérêt, si vous voulez, c'est que on sait maintenant qu'en termes d'écotaxe, d'accord, les motorisations en EEV ne vont pas être pénalisées en termes de taxes au kilomètre par rapport à l'Euro 6. Vous paierez la même chose avec une version en EEV qu'avec un Euro 6. Donc ça, c'est quand même un intérêt pas négligeable. Voilà, sur le rond-point, on a notre petit repère devant puisqu'on va suivre la semi qui nous précède. On va donc aller tout droit. Mais l'intérêt des 2 prochains kilomètres sera de pouvoir apprécier la suspension, puisque le véhicule dont nous disposons est équipé d'une suspension pneumatique intégrale, mais en plus 2 roues indépendantes sur l'essieu avant. Donc je vais vous laisser apprécier non seulement la suspension sur ce parcours-là, mais également le silence proposé par l'insonorisation du véhicule, qui est assez sympa également, notamment par rapport aux gammes actuelles, qui étaient déjà bien évidemment très bien, mais on ne s'est pas privé d'améliorer. Vous avez remis la consommation à 0? Pas sur le parcours, on le fait que le soir, parce que sur ces petits parcours, c'est plus des parcours, on va dire, d'essais, de tests, où on va essayer les relances, la boîte, etc. Donc non, voilà, ça va pas être du tout significatif. Voire même à la limite, faut efforcer, parce qu'on est largement au-dessus. Mais allez, pour vous donner une idée, sans connaître les véhicules, on a fait certaines tractions de certains camions chargés entre Paris et ici, tout par la nationale. On s'est trouvé donc chargé à 44 tonnes, puisque les véhicules, la plupart sont lestés. On a fait une consommation qui était autour de, donc je dis bien par la nationale, autour des 30-31 litres. Voilà. C'est une région où c'est plat aussi. Voilà, tout en découvrant quand même le véhicule. Donc on est loin on est loin. On n'est pas encore aux consommations évidemment les plus optimisées. Et on s'est permis justement de le découvrir, donc d'essayer certaines choses. Vous voyez les LED qui sont allumés en éclairage diurne se coupent dès lors que vous mettez le clignotant. Je mets le clignotant à droite, mon LED va se couper. On n'a plus le voir. C'est une meilleure visibilité du clignotant. C'est vrai que ça prend sur beaucoup de camions encore. Oui. De voitures aussi. Oui, absolument. Le clignon est perdu au milieu de tous ces éclairages diurnes et on voit plus grand chose, on est moins focalisé sur l'action principale. Donc là on prendra sous le pont et aussitôt après passer le pont, on prendra sur la gauche en direction de Châlons. On passe dans les trous par plaisir. Ça essaye. Et voilà, c'est le but. C'est le but. Surtout en TP. Surtout en TP, oui. Oui, vous êtes gâtés pour ça. Alors par rapport à la gamme actuelle, il y avait 17% de surface vitrée supplémentaire. Montant avancé, donc on a plus ce pare-brise incliné. Pare-brise donc collé. Et suppression quasiment de l'angle mort. On n'a plus ces angles fermés là.
qui nous obligeait surtout sur les ronds-points, vous savez, à vous avancer pour aller voir s'il n'y a pas une voiture qui est cachée derrière. Oui, surtout là derrière le rétroviseur. Voilà, exactement. C'était le problème des autres, ça. Oui, donc là les rétroviseurs, les bras ont été sensiblement reculés. Plus de visibilité, voilà. C'est clair. Et vous voyez la petite partie à jouer entre les deux rétros, c'est assez sympa aussi. C'est bien. Parce que c'était un peu trop... un peu trop fermé, un peu trop imposant. Ouais. Ouais. Alors on me posait une question avant que l'on parte au niveau du toit, savoir si c'était une option. Le toit il sera obligatoirement d'origine pour une raison simple, c'est que le pare-brise est collé, donc il faut absolument une issue de secours. Et le toit va faire office d'issue de secours. Ce qui sera optionnel, c'est le fait qu'il soit ouvrant. Ça peut être simplement un toit panoramique, mais également ouvrant, avec de toute façon dans les deux cas, premièrement une moustiquaire et deuxièmement un occultant complet. Dans tous les cas panoramique. Dans tous les cas, au minimum panoramique. S'il est ouvrant, il est à commande électrique. D'accord. Ouais. Par contre, vous savez bien quand beaucoup de transporteurs, peut-être vous-même, vous pouvez vouloir installer des refroidisseurs additionnels qui sont souvent installés justement sur la cabine. Ou derrière. Donc là, vu qu'on ne peut pas installer sur la cabine pour ces raisons-là, Volvo en plus a voulu avoir son propre produit et propose aujourd'hui l'iPark Cool. Les commerciaux et les différents techniciens pourront vous en parler, c'est aussi sur les brochures dont vous avez pu récupérer. L'iPark Cool a la particularité d'utiliser toutes les sorties d'origine installées dans les tableaux de bord et partout sans avoir à avoir des sorties supplémentaires et puis surtout à être installé complètement dans la configuration, intégralement dans la configuration du véhicule. Donc rien ne serait apparent. Ni sur le toit, ni à l'arrière de la cabine, rien d'apparent. Alors au prochain rond-point, on prendra direction Châlons et on aura une partie de voie qui nous permettra de travailler un peu avec le régulateur et de vous parler, qui me permettra de vous parler de là ici justement. D'accord. Hormis ça, mais le véhicule, ceux-ci sont présentés toutes les options en termes de franchissement de ligne. Si on franchit, si on mord un peu sur une ligne blanche de côté ou de l'autre, il va y avoir l'avertisseur sonore. Ah bon? Oui, il suffit, si vous voulez un peu à gauche ou comme ça, vous allez voir, ça va le faire. On aura l'occasion de le voir. Ah oui, les veilleuses qui s'éteignent. Vous voyez, vous le voyez sur le FH qui arrive en face. Voilà. On a également, là j'en profite, on est dans l'angle d'un rond-point, il suffirait qu'il y ait une pénétrante au même endroit, on a un capteur qui va venir vous signaler, voilà, on va partir en face. On a un capteur ici qui va venir vous signaler toute rentrée dans l'angle mort d'un véhicule, qu'il soit d'ailleurs scooter, de roue, vélo, etc. Vous allez avoir l'information par un capteur sonore, le capteur lui-même est derrière la couchette, et là un renvoi sonore et visuel, ça clignote en rouge et ça vous alerte très très franchement de cette intrusion dans l'angle mort. Et vous me demandiez ce qu'était ce boîtier. Ça c'est le freinage pour le freinage d'urgence, le DAS. Voilà, DAS qui est ici. Un freinage d'urgence qui est activé là, qui va faire que le véhicule, dès lors qu'on est au régulateur, va sans problème se mettre en fonctionnement tout seul et jusqu'à arrêter le véhicule. Au régulateur. Voilà. D'accord. De même que au régulateur, voilà, si vous voulez le mettre, il suffit d'actionner sur votre main gauche ACC, alors carrément sur le volant. Là je vois l'habitué au FH classique, voilà. Le 79 c'est mis entre parenthèses, Alexandre, d'accord? Parce que c'est une distance, une vitesse qui a été programmée par le conducteur précédent. On essaie de se tenir autour de 80 ici par rapport à la... J'accélère jusqu'à 90 si je mets CC. Voilà. Et là, CC, où vous allez le valider par la petite flèche, un peu en dessous encore. Vous allez voir la petite flèche arrondie là, au milieu. Voilà. Et là, vous allez valider. Vous allez voir votre parenthèse qui va s'enlever. Je mets à 90. Pas plus. 85. Voilà, 85, ça serait... CC et j'enregistre. Voilà. Donc là, il prend la main, si vous voulez. Par contre, le fait d'être en ACC, vous allez voir, je vous montre un truc qui est sympa, que vous connaissez peut-être. Vous appuyez sur le bouton en haut à droite. Ici, voilà. Vous allez voir. Voilà, régler la distance. Et avec la molette centrale, ici, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer le nombre de barres. Sécurité. Voilà.
chaque barre correspond à 25 mètres. D'accord ? Donc, on sait que la distance légale c'est 50, mais ne serait-ce qu'on est en ville, etc., on peut se donner une marge de sécurité un peu moindre. Donc effectivement, le fait de pouvoir régler comme ça la distance va faire que tout véhicule qui va rentrer dans le champ sera signalé par un petit logo à droite du 80. Et tant que la distance que vous aurez programmée n'est pas respectée, le véhicule ira jusqu'à freiner. Votre véhicule ira jusqu'à freiner, le temps de laisser partir. Et à ce moment-là, on arrive sur un véhicule qui monte beaucoup moins vite, mais on ne change rien aux habitudes. Il suffit de clignoter, se déporter. Dès que vous n'êtes plus dans l'axe, et j'imagine qu'on va doubler facilement le camion devant, je suppose, dès que vous n'êtes plus dans l'axe, ça y est. Vous n'êtes plus considéré comme en situation de danger par rapport au véhicule, donc l'action va vous laisser tranquille et vous laisser mettre dans la situation et faire votre déplacement tout à fait normalement. Ça peut être bien en économie sur les nationales, non ça? Oui, ça peut être bien parce que ça va réguler tout en étant souple dans la régulation. Ouais. Ça va éviter le phénomène que je pourrais appeler le phénomène d'accordéon ou de yo-yo, où on accélère, on relâche, on accélère. Ça, en termes de consommation, c'est forcément moins bon. On va avoir aussi la possibilité, donc là on va, quelle heure il est, 17 heures, on va se permettre de faire le grand parcours. Souvent on prend la sortie ici, mais là ça vous a permis de doubler ce véhicule là. On va aller faire le grand parcours. Donc ne sortez pas là parce qu'ils ne comprendraient pas pourquoi on l'a doublé. Ouais. On va aller plus loin. D'accord. Donc là, la distance sécurité s'enregistre. Dès que vous avez vous êtes déporté de l'axe du véhicule de devant, mais il n'y avait plus de situation de danger. Donc voilà, ça s'est plus mis en action, on va dire. Et ça vous a laissé libre de reprendre votre vitesse. Aussi dans les mêmes situations venir régler moins 2, on a choisi par exemple 80 à l'heure, si on choisit ça on peut très bien à un moment décider de donner une tolérance au régulateur et de dire mais je tolère moins 2 et plus 4 ou plus 5, donc ça peut se moduler aussi. Et là il faut que je vous parle de l'AICI. Vous en parlé dans les différents ateliers, peut-être vous en savez. Ouais, là ça presque tant que moi. Donc l'AICI en fait va permettre par un positionnement GPS de mémoriser un parcours. Parce que là j'ai le régulateur à consommateur, donc je le remets en CC. Oui. CC ou ACC si vous voulez. Et ACC. ACC, là vous aurez effectivement, dès qu'un véhicule va venir se mettre dans votre champ, vous aurez la différence entre le CC et l'ACC, c'est ce régulateur de distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède. C'est la seule différence. Alors là par contre, il est entre parenthèses, donc ça veut dire que vous l'avez mis en stand-by. Donc il reprend sa liberté si vous voulez. Si vous voulez valider cette vitesse-là, vous appuyez sur la petite flèche ici. Vous allez voir vos parenthèses qui se coupent et automatiquement le régulateur de distance qui se remet. Dès que vous prenez le ralentisseur, automatiquement vous mettez en stand-by la fonction régulateur. D'accord ? Si je veux la régler à 85, avec la molette centrale, vous allez monter 84. Voilà. Là il est en... Et là vous êtes en automatique, c'est lui qui gère tout seul le ralentisseur. Là vous l'avez dans cette position, vous le remettriez à 0. Faites-le s'il vous plaît. Il gère quand même absolument tout seul. Ah, il le gère. C'est lui qui va le gérer. Alors non seulement il va gérer le ralentissement, mais il va gérer aussi, là, par rapport à la configuration de la route, le fait, il va sûrement passer en privé, le fait de pouvoir se mettre en position high roll dès lors que la vitesse sera suffisamment et la pente sera suffisamment adéquate pour qu'il puisse profiter de l'inertie du véhicule et ainsi ne pas pomper dans le gasoil, on va dire, il ira se mettre en high roll. Donc là vous le voyez, votre régime moteur se mettra à 500 tours, régime ralenti. Là par contre, vous voyez, on est toujours à vos 84 km/h sélectionnés. On est à 1700 tours, ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans de la consommation puisqu'on est sur de la retenue. Oui. Voilà.
Et on sait bien que c'est entre en gros 1600 tours et 2000 tours que le ralentisseur aura la plus grande efficacité. Et là, il a tout coupé. Il a coupé sans se mettre pour l'instant en high roll. Il laisse partir le camion devant. Ah, c'est pour ça qu'il reste quand même un régime. Voilà. Il tient son régime, juste frein moteur, le temps que le camion parte. Après, une fois que le camion aura repris sa distance, soit il y aura une pente qui fera qu'il se mettra en high roll, soit il va garder une retenue, soit il va reprendre une accélération. Alors là, ici sera d'origine, Alexandre, sur les camions, ça ne sera pas une option chez Volvo France. D'accord ? Donc, mémorisation du parcours. Vous prenez un parcours pour la première fois, votre camion va devoir le mémoriser. Vous n'avez rien à faire, vous, absolument rien. Deuxième fois, vous le repassez, et bien, il va restituer ce qu'il aura enregistré la veille. Donc, il va profiter de la configuration de la route mémorisée pour adapter au mieux le meilleur rapport, le meilleur régime moteur et travailler le plus possible sur le couple plus que sur la puissance. Et là, maintenant, si je veux le mettre en plus 1, moins 4, plus 1, plus 4. Alors ça, alors ils ne sont pas tous configurés de la même manière, hein, mais je vous montre la possibilité. Touche éco, voilà. Là, réglage niveau, il est dans ce cas-là, sur celui-ci, il est momentanément pas connecté parce qu'ils sont en train de faire au niveau de la Suède quelques paramétrages à distance. C'est l'intérêt aussi ce qu'on peut faire. Donc j'appuie sur ma touche éco, j'ai 2-3 étoiles et là les graduations. 80, 84, etc. Et en fonction du nombre d'étoiles que vous allez varier avec la molette centrale, vous allez choisir augmenter ou diminuer le nombre d'étoiles. D'accord ? Voilà, on va sortir là. Et là, dès que vous prenez le ralentisseur, automatiquement le régulateur s'est mis entre parenthèses. Donc il vous a rendu la main. Il attend Là, il ne fera plus rien jusqu'à ce que vous ne le revalidiez pas. Donc là, c'est vous qui travaillez au ralentisseur, c'est vous qui freinez, c'est vous qui faites absolument tout. Vous avez la main totalement. Et là, vous l'avez déjà compris, on fera le tour du rond-point, repasser sur le pont. Et on rentre au dépôt. On va les vider. On va les vider. Ce rétro a été totalement changé aussi, vous voyez, par rapport au... c'est pas le... Voilà. Plus fixe. Plus fixe, plus esthétique, une possibilité d'inclinaison du rétro en lui-même et du bras pour le rabattre lorsqu'on passe sur des stations de lavage de type rouleau ou dans des chantiers où il y a des branches, des choses comme ça. Très très accessible. Toute cette gamme New FH, comme les évolutions qu'il y aura et les modifications sur les gammes sans plus tarder FM, etc. Sur le FH, tout véhicule vendu bénéficiera, vous ouvrira les portes d'une mise en main à la livraison. Il y aura une mise en main. Et qui peut aller jusqu'à une journée de mise en main, dite mixée, mise en main, formation éco-conduite. Donc ça fait partie du package. Donc ne vous privez pas de la solliciter. Donc là, quand j'appuie ici, c'est le... Alors là, on a activé effectivement pour le freinage d'urgence. Là, c'est le petit détecteur d'angle mort. Et là, on l'active ou on l'active pas. Le franchissement de ligne. Franchissement de ligne, vous allez voir, je ne sais pas si vous avez quelqu'un, mais même si on mord un peu là, ça devrait normalement klaxonner. Voilà, d'accord. Sur nos lances, l'attention, etc. Là, on va retrouver l'aide au démarrage en côte. L'aide au démarrage en côte. Et puis le blocage différentiel et le TCS qui permet justement
déclipser, ça serait trop simple, il faut passer par défaire les fixations ici du tableau de bord et pour défaire les broches derrière, mais c'est vraiment compatible. Le faisceau lui est universel. Là on a toute la partie climatisation. C'est automatique là. Oui, absolument. C'est le baston ça. Oui, oui. Et là sous la clé, à gauche de la clé, il y a un petit dernier interrupteur qui s'appelle le VAS. C'est ce que vous avez sur les véhicules actuels, signifié autrement avec le petit triangle warning avec un téléphone dessus. Ah oui, c'est vrai. L'appel d'urgence, etc. Voilà. Et puis à gauche, vous aurez différents interrupteurs possibles pour des gyrophares, etc. Éclairage, feu de travail arrière, etc. Comment se choisit ici. Oui. Oui. On va avoir, même si le soleil s'est caché, un store électrique. Voilà, qui est réglable finalement sur toute la longueur, mais avec une grande précision. Là, je ne le descends pas trop par rapport à la caméra. On va avoir l'ouverture du toit. Voilà. Éclairage, luminosité plus ou moins tamisée, etc. Voilà, qu'on peut régler à sa guise. Les rangements aussi latéralement au-dessus de la tête. Je ne vous ai pas monté le pare-soleil à fond. Ça fait un plus là, ouais. Ça fait un plus, ne serait-ce que des fois juste une carte ou voilà. Il y a quand même le pare-soleil qui a la même configuration que celui de devant, sauf qu'il est juste manuel. Ouais, c'était le truc qui s'ouvrait Oui, là. voilà. C'était pratique mais bon, un peu gênant. Un peu moins fonctionnel, ouais, absolument. Moins fonctionnel. Alors sur le commodo ici à droite, sans vous perturber sur la conduite, mais on peut travailler depuis ici sur les deux écrans. Il suffit sur le bouton central, vous allez l'autre. Voilà, exactement. Là, vous voyez, je suis sur cet écran. Si je reclique, je vais être sur cet écran-là. Voilà. Donc là, si je suis sur la navigation, GPS, ou Dynafleet, ou la caméra, puisque il peut y avoir la caméra de recul. Voilà, on peut tout faire depuis là. Et là, ici, je choisis mon écran. Et Oui. après, c'est ici. Voilà, et après on va avoir, pour l'audio, on va avoir effectivement le plus, le moins au niveau du volume de son, et après on va travailler avec la molette centrale sur l'ordinateur de bord, etc. Tachygraphe pour voir les heures. Voilà. Sachant qu'on peut avoir un affichage favori, comme sur les fâches actuelles, où on va pouvoir mettre en continu justement l'amplitude, sans qu'on ait à aller chercher l'amplitude de travail, sans qu'on ait à lever la tête au tachygraphe. Vous pouvez aussi programmer des régimes moteurs, par exemple, ou des vitesses. Si vous avez un conducteur qui, par exemple, est nouveau, vous lui confiez le véhicule, vous lui dites, bon, ok, il y a la réglementation, mais moi, je ne souhaite pas que tu dépasses 80 à l'heure, par exemple. Mais vous pourrez le programmer en objectif, idem pour la consommation, et retrouver après sur le rapport Dynafleet s'il a respecté vos consignes. Entre parenthèses. Donc si vous voulez qu'il fasse tout seul, effectivement, il faut appuyer à gauche sur ACC et le valider par la petite voilà. Et vous voyez, vous allez voir que là, voilà. Voilà, là vous l'avez validé. On est à 84 et on a le petit symbole. Pourquoi? Parce qu'on a une voiture devant qui est dans le champ. Simplement par rapport à la distance, ça se régule tout seul. Voilà. J'ai le blocage du différentiel ici. Oui. Alors c'est selon les configurations, c'est peut-être un paramétrage, je vais voir comme ils ne sont pas tous configurés de la même manière. Pourtant il n'est pas actif. Il n'est pas actif. Alors ça c'est ce qui se passe aussi,
les X kilomètres. Tout ça va être mémorisé dans la fiche du camion, automatiquement bien sûr. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir automatiquement un message d'alerte si jamais ce n'est pas, pour deux solutions. Message d'alerte qui vous dira attention, l'entretien programmé, on arrive à la date d'échéance. Le garagiste peut vous contacter en disant tiens, voilà, dans 10 jours ou dans 15 jours, on a l'entretien à faire, est-ce qu'on peut programmer une date, etc. Mais symboliquement, il y aura une date cible qui aura été enregistrée. Par contre, vous dites que vous allez faire X milliers de kilomètres avec les plaquettes de frein, selon votre activité, et il va falloir peut-être y passer un peu avant. Ou au contraire, attendre un peu. Et bien vous le saurez également. Donc vous n'aurez pas besoin d'aller au garage, à la concession, pour dire, ben voyons, où est-ce qu'on en est sur le préventif. C'est l'inverse qui va se produire, on saura vous dire, les plaquettes sont prévues dans à peu près un mois. Alors là, il n'y a pas de problème, on peut continuer. Venez pas, perdez pas de temps. Elles sont largement encore suffisantes pour rouler davantage. Parfois le contraire. Ça peut. Donc là, dès que vous avez pris le ralentisseur, effectivement, l'ACC s'est mis entre parenthèses et comme on dit, vous a rendu la main. C'est bien pour les sécurité sur Oui, je pense, oui. Consommation tarifaire. Oui. De consommation, puisque c'est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui, pour vous communiquer sur ce qui nous a été à nous-mêmes communiqué, on parlerait d'une réduction de consommation par rapport au FH actuel d'une dizaine de pourcents, une réduction autour d'une dizaine de pourcents. Les textes disent 11, je simplifie, je dis 10. Alors, sachant que dans les 10, il y a malgré tout, toujours, et tant mieux quelque part, 5% qui sont dus au conducteur. Et 5 ou 6% qui sont dus à la technologie. Donc pour dire que si effectivement le conducteur ne joue pas, au sens du terme, à profiter et ne joue pas le jeu par rapport à tout ce que le produit peut lui apporter, effectivement il passera à côté de pratiquement 10% d'économie réalisable. 6 ou 5 de technologie et 5 venant de l'humain, donc du conducteur. Donc ça serait dommage. Et ça rejoint un peu ce que je vous disais précédemment, à savoir que la mise en main lors de la livraison et cette journée après en activité avec votre conducteur me paraît personnellement être quelque chose de très très utile pour que vous, acheteurs, puissiez profiter au maximum du potentiel du véhicule. Le conducteur, lui, au quotidien, bien évidemment, mais prendre le temps. Voilà, absolument. Alors, comme le temps est difficilement prenable, effectivement, c'est à nous, démonstrateurs, de venir vous aider à connaître mieux le véhicule sur une journée dite de production. Voilà, on ne va pas aller se balader pendant une journée, on ira avec votre chauffeur en situation de travail, il fera son boulot comme tous les autres jours, sauf qu'il en saura un peu plus le soir que le matin. On arrive à trouver pratiquement tout ce qu'on trouve aujourd'hui sur les voitures finalement. Les accoudoirs, je ne vous en ai pas parlé parce que vous les avez trouvés avant que je vous en parle. Ça c'est acquis. Voilà, absolument, on va sortir là à droite et pas de souci. Vous allez voir que le ralentisseur et le break, on arrive à faire du bon boulot pour limiter au maximum l'utilisation du frein au pied. Et je vous laisserai pas partir sans vous parler de la télécommande. Vous en avez peut-être entendu parler déjà. J'ai entendu parler, mais je tente de voir, je suis curieux. Bon.
ça. Pour le 44 tonnes, je pense que c'est pareil. Oui, oui, exactement. Pour la répartition des charges. Répartition des charges, alors effectivement, je vous montrerai dès qu'on sera arrivé, il n'y a pas de souci, mais fonction et fonctionnalité de cette télécommande, multiples, et possibilité de mémoriser certaines fonctions. Alors on va pouvoir allumer les feux, démarrer, couper le moteur. Alors elles ne sont pas toutes configurées au maximum sur les véhicules d'essai là, mais je vous en explique ce que l'on peut faire avec. Allumage, extinction des feux, démarrage ou extinction du moteur, augmentation du ralenti, du régime ralenti. Je suis en citerne pulvée, j'ai un produit qu'il faut pousser un peu plus, je n'ai pas de moteur auxiliaire, je travaille le moteur du camion. Je suis à l'arrière de la citerne, je veux augmenter un peu le régime moteur, mais je peux le faire sans revenir au camion. Je vais pouvoir mémoriser aussi des hauteurs de quai. Alors, soit des hauteurs de quai, soit des hauteurs liées à des accès sur un chantier ou quoi que ce soit. Je vais pouvoir mémoriser des hauteurs de quai. Ça, c'est souvent utile pour les gens qui font de la distribution, du gaz logistique. Éviter de descendre, absolument. Premier coup, je vais régler tout le monde ensemble. Je mémorise. Le coup d'après, pas de problème. J'arrive dans une base logistique. Le gardien ou au niveau sécurité, on me dit dès que tu es à quai, il faut me donner les clés du camion. Parfait. Je suis sur ma plateforme à l'arrière. On me dit tiens, le camion est un peu bas ou un peu haut. Je vais pouvoir bouger et moduler ma hauteur tout en restant sur le quai. Voilà. Et je finis par ce qui vous intéresse. Absolument, pour varier. Voilà. Et je finis par ce qui vous intéresse certainement le plus, cette effectivement connaissance de la charge qui est mise sur votre camion et particulièrement la répartition de la charge par essieu. Donc on va le retrouver sur l'ordinateur de bord, indicateur de charge. Mais encore une fois, si on n'est pas dans le véhicule, la télécommande à la poche, on va pouvoir le gérer. Par contre, il faut avoir une remorque assez récente là, non il faut surtout qu'il y ait au niveau du cordon et puis au niveau de la suspension, qu'elles sont bien sûr en suspension pneumatique et que les cordons soient les derniers branchements qui vous permettront d'avoir cette connexion entre le tracteur et la remorque et surtout la liaison justement avec la télécommande. Parce que mine de rien, quand on charge comme nous en peine beaucoup, oui. Par exemple en ferraille, oui. Alors on va charger, on ne sait pas s'il y a le poids, on va à la bascule, on en rajoute un peu, ça passe. Oui, oui. On en rajoute un peu, on tourne en rond à la carrière, on fait ripper les pneus pourris. Oui. Voilà, on va taper sur les pneus, sur la console, parce que chaque fois il faut redémarrer. Plat, ça doit coller. Absolument, ça colle. Parce que nous, on a même un ferrailleur où il faut faire 3 ou 4 km avec une côte comme ça pour aller peser. D'accord. Et vous êtes payé à la tonne, j'imagine? À la tonne. Voilà, donc il faut mettre le max, parce que sinon... 40, voilà. 500, oui. Bien quoi. Oui. Plus on est proche des 40 500, mieux c'est. Mieux c'est, absolument. Donc si c'est vraiment fiable, il n'y a même pas besoin d'aller faire un tour à la bascule. Non, non, ça il n'y aura pas besoin. La seule chose c'est qu'elles sont, là on va le voir, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il n'y a pas de souci, simplement elles ne sont pas toutes, pour les camions, là, pour l'OP, elles ne sont pas toutes définitivement programmées si vous voulez, elles ne sont pas toutes calibrées, on peut dire ça comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais qu'on était à 42 tonnes, vous verrez que sur cette télécommande ça va nous sortir un 49 tonnes, je vous préviens de suite, mais vous allez voir la fonctionnalité. J'en doutais pas avant qu'on parte, mais ouais, vous y habituez assez facilement. C'est pas un scoop, hein. Pour un peu on le garderait. Voilà, là on va suivre la semi-devant. Voilà, souvent là j'ai un 470 qui a 800 000. Oui. Et ensuite quand les chauffeurs sont engagés, je prends la dernière génération, celui-là quoi. Oui. Mais je trouve que je suis assez malléable quand même pour m'habituer. Eh bien oui, voilà, ouais. La polyvalence fait que vous adaptez facilement. J'ai souvent changé. Ouais. Ça serait dommage, il est propre. Ouais. Voilà, donc on le suit effectivement.
on a une caméra, ça. Oui, la caméra fixée à l'arrière. Sur le GPS. Alors, navigation, c'est le GPS, effectivement, tout ce qui va être GPS. Fleet, c'est le Dynafleet, tous les comptes rendus, abonnements Dynafleet Volvo, vous avez toute la conduite, effectivement. Là, on va rester sur la droite. Vous l'avez pas sur les véhicules actuels? Alors, à l'achat d'un véhicule, vous pouvez en bénéficier, les commerciaux vous expliqueront tout ça, mais vous pouvez en bénéficier pendant un certain temps. Et après, libre à vous d'en apprécier l'utilité, mais c'est vrai qu'on va retrouver absolument toute la conduite que vos conducteurs auront fait. Les nombres de freinage, la conso, le temps d'utilisation du régulateur, la distance parcourue en aérol, enfin j'en passe, la charge sur l'accélérateur, etc. Donc là, effectivement, je reviens en neutre, je coupe mon moteur et le frein va s'activer tout seul. Ah ouais, donc c'est-à-dire que j'éteins le moteur et le pied sur le frein? Oui, dans ces cas-là, oui. Voilà. Alors après, si pour une raison ou une autre, vous avez un papier ou deux à faire, vous laissez... Au début, ça doit faire peur. Il suffit de s'y habituer. Après, on peut l'activer soi-même, évidemment. Mais là, on le fait présenter comme ça pour ça. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est la télécommande. Donc, on peut la prendre. Non, voilà. Pas l'oublier là devant. Alors on risque pas de l'oublier visuellement et puis surtout sur une plateforme parce que vous aurez un message effectivement à l'écran qui vous dira qu'elle n'est pas sur son socle et qu'il faut surtout pas oublier finalement de la prendre. Donc je vais la mettre en service. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin du contact, elle a une autonomie de pile. Parce que nous on a un IV court. Vous avez 2 minutes s'il vous plaît? Oui. Juste 2 minutes, excusez-moi. Donc, vous voyez, les différentes fonctions, éclairage des feux, le menu principal, la hauteur de quai et surtout pour vous la répartition de charge. Donc, si je vais sur la répartition de charge, voilà. Indicateur de charge, donc là on a le tracteur, donc je vous dis, elles ne sont pas toutes configurées de la même manière. On peut avoir aussi évidemment, on a tout l'ensemble, hein. Donc là on sait que par exemple, là je vous le montre pour le véhicule tracteur, on sait qu'on a 7 tonnes 8 sur l'essieu avant, 14 tonnes 4 sur l'essieu arrière. C'est beaucoup 14 tonnes 4? Oui, mais c'est pas du réel, c'est ce que je vous dis, elles sont pas paramétrées encore. Ah, d'accord. C'est juste l'exemple que je vous donne. Parce que si on a 22 tonnes là sur juste le truc, il y a... D'accord, vous voyez ce que je veux dire? Donc si je sors et que je veux aller par exemple sur des hauteurs de quai ou autre, ok, là encore une fois elle est vierge, elle n'est pas paramétrée, mais on va pouvoir avoir des mémorisations quai 1, quai 2, quai 3 selon des bases logistiques différentes. Si je vais dans le menu, indicateur de charge, ok, voilà, je retrouve mon écran. D'accord. Si je veux correcteur d'assiette, voilà, correcteur d'assiette, je vais valider le correcteur d'assiette, commande manuelle, rappel du niveau de quai précédent par exemple. Par contre, je veux passer au niveau conduite sans me poser la question, je descends sur passer niveau conduite, je fais OK, et puis le camion, s'il n'est pas au niveau conduite, effectivement, va s'y mettre. Et les 3 niveaux de hauteur? Les 3 niveaux de hauteur, on va les avoir ici. Ça c'est bien. Alors le problème c'est qu'elle n'est pas complètement configurée, mais je viens, vous voyez les hauteurs variables, je vais avoir ici et c'est là que je vais avoir la possibilité, quand elle est complètement paramétrée, d'avoir niveau numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc vous mettez un niveau, par exemple niveau numéro 1, et là vous allez valider et cliquer sur OK pour enregistrer. Niveau 1 de route. Voilà. C'est-à-dire autoroute par exemple. D'accord. Voilà. Et vous avez donc différentes variantes. Autoroute nationale, petite route. Ça peut se faire comme ça. Par contre, attention avec les commerciaux, faites-vous valider quand même la limitation éventuellement de vitesse selon les marges que vous aurez pris dans les différentes variations de hauteur. Parce que plus vous jouez sur la suspension, plus le système, la réponse au niveau freinage et tout, plus vos coussins sont gonflés ou dégonflés, le comportement va être complètement différent. Donc c'est plus des variations de hauteur par rapport à une situation dite de manœuvre, d'accès chantier ou de mise à quai, etc. D'accord, c'est-à-dire qu'une position correspondra à une vitesse maximale. Absolument. D'accord. Donc voilà un peu ce qu'on peut vous présenter, mais encore une fois, elle n'est pas configurée complètement. D'accord. Par contre, je vois écrit que camion, qu'il y a la semi, ça donne l'ensemble. Ah oui, ça donne l'ensemble. Et l'écran reste le même comme ça? L'écran va rester le même, sauf qu'on voit tout l'ensemble, quoi. D'accord. D'accord. Et autant il y aura des cieux, autant 5 essieux, voilà, il y aura les 5. D'accord. Très bien. Voilà. C'est chouette ça. C'est chouette. Ouais. C'est pas mal, hein. Franchement, ça a bien plu. Je vous laisse la remettre sur le socle, vous allez voir que c'est très très facile. Il disait pour la commande du haillon, il n'y a plus besoin d'acheter la télécommande. Voilà, exactement. Vous pouvez commander un haillon depuis là. D'accord. D'accord. Je vous remets. C'est quoi ça?
vos documents. Ça, c'est l'éthylotest. Pas obligatoire encore. C'est pas encore obligatoire, c'est pas un problème. Mais il est de série. Mais là, non, pas forcément. Mais là, ils sont présentés comme ça. D'accord. Ah non, c'est pas un problème. C'était la boutade, vous l'aurez compris. Après, les bacs de rangement, ça, ok. Là, le coffre. Le coffre, là, ou coffre ou frigo. Peut-être un peu profond, non? Ouais. Ah oui, il est beaucoup plus profond. Ah, c'est parce que c'est une petite cabine aussi. Exactement. Avec le porte-bouteille qui coulisse. Bac de rangement pour les carnets CMR, etc. Ouais, ça, il est bien. Il est sympa parce qu'il est au format, on n'est pas obligé de plier les choses. Voilà, exactement. Surtout en TP. D'accord. Eh bien, c'est très bien. Voilà Alexandre, je vous laisse relever et vous rapprocher de Laurent qui aura juste une question ou deux à vous poser pour reprendre comme ça à chaud vos impressions. Ah ouais? Ok. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Quelles sont vos impressions après votre essai du nouveau Volvo FH? J'ai apprécié l'ACC là, surtout sur National, pour édition de sécurité pour la consommation. J'ai aimé les rétroviseurs. Il y a beaucoup plus de visibilité, on n'est pas obligé de se pencher tout le temps. Les rangements, il y a un plus sur les rangements. Et après, qu'est-ce qu'il y avait? Au niveau des sensations de conduite? Sensation de conduite confortable, surtout que c'était le suspension à air devant, donc toujours plus confortable. Ça marque vraiment une vraie différence? L'essieu de suspension indépendante, ouais. C'est beaucoup plus confortable, ouais, quand même. Et si vous ne deviez garder un seul aspect, l'aspect qui vous a particulièrement plu dans ce nouveau Volvo FH, lequel ce serait? L'aspect. Ce qui vous a le plus plu dans ce Volvo FH? Alors, le confort de conduite et surtout le besoin tout le temps de consommer moins. Je vous remercie monsieur. Voilà.